Bienvenue à Motherhood Unfiltered Podcast. Ici, on crée le village dont chaque maman a besoin. C'est un espace de ressources, de partage et de soutien pour la maternité et le bien-être. Rejoins la communauté où la maternité est vécue et célébrée ensemble et sans filtre. Bon épisode! Bonjour à tous et bienvenue à un autre épisode de Motherhood Unfiltered Podcast. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'être accompagnée d'Elisabeth Barassin, qui est entrepreneure, naturopathe, maman 3 fois et fondatrice de la Maison Bloom, qui est une plateforme d'experts qui aide les gens dans la structure alimentaire, structure d'entraînement, l'hygiène de vie. Et elle va nous parler aujourd'hui de tout ce qui est entraînement entourant la grossesse, le postpartum. Puis quand j'écrivais mes émissions pour mon podcast, l'entraînement, c'était vraiment un gros sujet que je voulais aborder parce que j'ai l'impression qu'il y a tellement de mythes, de fausses croyances, qu'il y a des inquiétudes, des craintes. Donc, je voulais vraiment le mettre de l'avant. Puis il y avait vraiment une personne que j'avais en tête et c'était Elisabeth. Je la voulais vraiment sur le podcast parce que c'est quelqu'un qui walk the talk, qui est inspirante, qui a un bon background. Puis c'est ça, elle vulgarise très bien l'information. Donc, sans plus tarder, bienvenue Elisabeth. Merci, merci d'être là sur le podcast. Merci Ariane de m'avoir invitée. Bien, ça fait plaisir. Donc, Elisabeth, on ne se connaît pas tant personnellement, mais ça fait quand même quelques années que je te suis sur les réseaux sociaux. Oui, on se parle régulièrement. Oui, on se parle quand même. Puis, je t'avais suivi la première fois, je voyais tes posts inspirants, tes posts informatifs aussi, toujours aux dernières tendances, pas tendances, mais aux affûts des dernières découvertes. Puis, t'as pas ta langue dans ta poche. Moi, j'aime ça. Fait que je suis restée sur ta page, j'ai accroché. Puis, pour quelqu'un qui te connaît pas nécessairement ou qui sait pas trop ton background, peux-tu nous donner un petit aperçu de c'est qui Elisabeth, ton background dans l'entraînement, un peu de, tu sais, t'es qui un peu de moi. Donc, dans le fond, moi, c'est Elisabeth. J'ai bâti la Maison Bloom après plusieurs années d'entrepreneuriat dans l'entraînement, finalement. Un peu de moi, dans le fond, j'ai 34 ans maintenant, bientôt 34 ans. Je suis maman de 3 enfants. Ma première fille, je l'ai eue à 24 ans. Fait que je venais d'avoir 24 ans. Wow. Je faisais du CrossFit depuis, là, ça fait 13 ans. Fait que, tu sais, faites le calcul, là, ça faisait un moment que je faisais du CrossFit, mais j'avais pas, quand j'ai eu ma grossesse, dans le fond, quand je suis tombée enceinte, je voulais continuer l'entraînement. Puis pour moi, j'avais pas d'informations. Fait que, tu sais, je faisais comme un peu n'importe quoi quand je m'entraînais. Mm-hmm. Puis, fait que ma première grossesse, pour de vrai, quand je m'entraînais, je faisais un peu n'importe quoi. Puis, de fil en aiguille, j'ai comme inspiré d'autres mamans à bouger. J'avais des clientes en privé à ce moment-là quand j'étais au Misfit à Montréal. Ça fait très longtemps. Puis, c'est de là que tout est parti. Et puis, j'ai comme bâti, malgré moi, une communauté de femmes qui s'entraînent. Puis, de fil en aiguille, j'ai eu des expériences de professionnels qui ont fait en sorte que j'ai développé ce que je fais, tu sais, 10 ans plus tard maintenant. Fait que, qui je suis? Bien, je suis maman maintenant, je suis entrepreneur, mais tu sais, le gros de ma vie, là, c'est l'entraînement puis c'est le CrossFit. Moi, le CrossFit a changé ma vie du tout au tout parce que quand j'étais jeune, j'étais un petit peu une party animal, puis mais c'est ça, tu sais, j'avais beaucoup de frustration, j'ai vécu beaucoup de choses dans ma vie qui sortaient peut-être mal, je m'exprimais pas bien, je savais pas pourquoi est-ce que j'avais besoin de ce sport-là pour me sortir les émotions de ma tête. Ouais. Puis c'est ça, fait que j'ai découvert le CrossFit, ensuite je suis tombée enceinte, puis ça a déboulé. Puis ça a fait en sorte que je suis la personne que je suis en ce moment avec tout le background que j'ai. Et puis voilà. Donc maintenant, j'ai bâti la Maison Bloom parce que pour moi, c'était important que les gens aient un endroit pour se retrouver. Pour se retrouver en tant que femme, mais aussi les hommes, parce que je trouve que je parle beaucoup des femmes parce que j'en suis une, puis que j'ai vu ma mère être toute seule très longtemps dans sa vie, mais c'est important aussi de considérer qu'éventuellement, il y a une clientèle masculine qui a envie de prendre soin de soi aussi. Fait que la Maison Bloom, ça entoure tout le monde. C'est pour ton bien-être à la base. Fait que c'est l'entraînement parce que moi, c'est mon véhicule à moi. L'alimentation, c'est mon véhicule à moi pour être mieux. Parce que j'ai cette philosophie-là qu'un esprit sain dans un corps sain, pour moi, ça existe. Puis, tu sais, c'est science-based aussi. Ouais. Puis je trouve que pourquoi est-ce que je suis un peu plus franche dans ce que je dis sur les réseaux sociaux, c'est que le message, il passerait pas autrement, puis que c'est ça ma couleur aussi. Mm-hmm. Donc, c'est pour ça que j'essaie de m'afficher de cette façon-là. Puis voilà, donc c'est ça un peu mon parcours. Puis là, je parle pas de mes 2 autres enfants, donc ma fille a changé ma vie, mais après ça, j'ai eu mes 2 petits garçons durant presque la pandémie.
Je me suis beaucoup entraînée à la maison durant la pandémie. Et puis, j'ai un peu pris cette voie-là pour faire juste un service en ligne, mais qui fonctionne super bien aussi, de permettre aux mamans d'avoir d'avoir un moment pour elles pour s'entraîner. Fait que, tu sais, c'est vraiment là-dessus, là, tout ce qui s'est passé, j'ai essayé de prendre un peu la loupe pour en faire bénéficier mon entreprise. Parce que si je ne me trompe pas, dans la Maison Bloom, vous en avez pour tout le monde, mais je pense que c'est un peu toi qui gères la branche périnatalité, un peu plus entraînement pour les femmes. Oui. Fait que j'imagine que c'est en voyant ça, puis avec les femmes autour de toi qui ont dû commencer à te poser des questions sur comment toi, tu t'entraînais pendant ta grossesse ou... C'est ça. En fait, c'est que j'ai essayé de m'entourer aussi de meilleurs professionnels que moi, dans le sens où moi, tu sais, je ne suis pas physiothérapeute, je ne suis pas médecin, tu sais, disclaimer, je veux dire, je n'ai aucune formation académique par rapport à ça. Moi, j'ai transmis mon vécu avec mes clientes, mais c'est sûr que moi, j'ai une physio, c'est pas qui travaille avec moi, mais à qui je parle régulièrement pour justement avoir son avis à elle, son input à elle. J'ai fait plusieurs formations aussi en dehors du cadre d'entraînement, donc juste en périnatalité avec des physios en périnatalité pour comprendre un peu avec les études, qu'est-ce qui se font, qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qui est dangereux, qu'est-ce qui est finalement acceptable, parce qu'il y a beaucoup, tu sais, dans le monde, c'est pas les mêmes recommandations ne sont pas pareilles qu'au Canada, par exemple. Ouais, OK. Donc voilà, donc c'est là-dessus que moi, j'ai voulu miser. J'ai énormément de femmes. Je pense que maintenant, vu que le CrossFit, c'est tellement populaire, puis que je suis dans la tranche d'âge où tout le monde commence à... Bien, tout le monde a des enfants maintenant. Ouais. Donc, là, au gym, là, je te dirais où est-ce que je m'entraîne, là, c'est une garderie. Ah oui! Des fois, les mamans stationnent leur poussette, on a comme 5-6. Oui, c'est très hot. Puis ce que je trouve encore plus hot, c'est que les hommes sont comme « wow ». Hey, mais oui, ils doivent réaliser comme... Parce que c'est quelque chose, tu sais, s'entraîner enceinte, tu sais, puis de garder cette motivation-là, de s'entraîner. Mais je pense que ça va de soi. Oui. Tu sais, quand je pense que tout le monde qui est inscrit dans un gym ou dans un gym d'entraînement fonctionnel ou peu importe, aime l'entraînement, puis ça devient un mode de vie. Un mode de vie, tu sais. Ouais, 100%. Fait que oui, c'est ça. J'essaie de... Puis je trouve ça full inspirant. Ce matin, je me suis entraînée avec une amie, tu sais, je pense qu'elle était à 6 mois postpartum, puis tu sais, elle fait encore les affaires qu'elle faisait avant, tu sais, elle a repris sa forme. Ben oui. C'est hot parce que beau. c'est beaucoup de travail. Ah, 100%. Moi, je me suis entraînée toute ma grossesse, puis après ma grossesse, je me suis dit, ça va être facile. Non. Non. Puis aussi, je trouve ça super intéressant, je vais le mentionner parce que sur le site de la Maison Bloom, moi, je me l'étais procuré. Il y a une genre de mini-formation, une vidéo avec une physiothérapeute en périnatalité, puis qui explique un peu le prépartum et le postpartum. Exactement. Puis c'est Bianca, dans le fond, c'est celle avec qui, à qui j'essaie de parler quand j'ai des questions, tu sais, qu'elle me donne un peu son input professionnel pour des recommandations. Tu sais, à un moment donné, c'était comme un gag. Toutes mes amies allaient voir Bianca. OK, oui. Fait que c'est moi, j'ai vu Bianca. Mais, tu sais, Bianca, ce que j'aime, c'est que son approche, elle est très aussi axée sur... c'est très actif, dans le sens où, tu sais, on en parlait avant de commencer à enregistrer. Bianca, elle va dans le gym avec ses clientes. Tu sais, elle a une approche différente que j'aime beaucoup parce que ça sécurise les mamans. Ce que je déplore un petit peu, c'est que des fois, il y a des professionnels qui vont encore semer un plus de doute par rapport aux capacités des femmes enceintes avec l'entraînement ou en postpartum, alors que Bianca, elle valorise ça dans la mesure où c'est possible de le faire. Puis Bianca, ce qu'elle fait, c'est qu'elle leur donne confiance. Puis ça, je trouve que c'est un game changer quand tu donnes confiance à une maman de comme, hey, c'est correct, tu peux t'entraîner, là, il n'y a pas de danger. Oui, puis dans la mesure où c'est... Oui, où c'est possible. Mais aussi qu'elles viennent avec eux dans le gym dans la mesure du possible. Ouais. C'est comme qu'on parlait, c'est un peu différent de juste comme tu vas voir la physiothérapeute dans son local, puis qu'elle dit ça, mais que tu arrives finalement sur le terrain, puis c'est quoi déjà ça, ou t'es pas certain de certains mouvements, fait que je trouve que c'est vraiment cool. C'est pour ça que j'aime beaucoup son approche. Celles qui sont à Montréal et dans les alentours, ça vaut le déplacement. On pourra le mettre dans la description du podcast avec les tiens. Puis c'est quoi, on parle un peu de manque de connaissances, de mythes, c'est quoi le mythe que tu entends le plus souvent sur l'entraînement, que ce soit quand tu es enceinte ou postpartum, il y en a-tu un que ça tille dans les oreilles quand tu l'entends? Bien, moi, souvent, c'est comme, il y en a plusieurs, là, mais en fait, c'est pas nécessairement que ça me scille dans les oreilles, c'est juste que ça me fait de la peine pour les femmes dans le sens où elles se limitent tellement par rapport à ce qu'elles seraient capables de faire. Je comprends qu'il y a des recommandations qui sont générales. Donc, souvent, là, celui qui me scille, je pense, le plus dans les oreilles, comme tu dis, je pense que c'est le poids à ne pas lever
Donc, exemple, 35 livres, un poids ça, spécifique. c'est un poids spécifique. Okay. Là, après 35 livres, là, c'est dangereux. Okay. C'est surtout, en fait, le fait qu'on dise que c'est dangereux. Ouais, on dirait que ça te responsabilise à, s'il arrive quelque chose, c'est de ta faute. T'sais, moi, personnellement, tranche de vie, j'ai déjà fait une fausse couche. Puis, à l'hôpital, quand je parlais à la médecin qui m'a accompagnée, elle m'a dit, je sais que tu t'entraînes, puis c'est pas de ta faute, là. Fait que j'ai trouvé ça super rassurant que je me sente écoutée, puis je me sente surtout validée par rapport au fait que c'est pas de ma faute. Ça aurait pu arriver à une personne sédentaire. Puis ça, je le dis souvent, des fausses couches, parce que faut qu'on en parle. Ça arrive 1 fois sur 4. C'est souvent pas la faute de la personne, puis souvent, elles vont attribuer ça à finalement, j'ai monté des marches trop vite. Un petit truc, souvent un effort physique qui aurait pu être évité. Fait que c'est ça que moi qui me scille dans les oreilles, c'est que ça l'aide pas au deuil par la suite aussi. C'est de ma faute, un blanc que tu te mets. Exactement. Fait que ce qui me scille dans les oreilles, pour revenir à ta question, c'est vraiment quand on limite la personne à un nombre de poids. Parce que ta force et ma force n'est pas du tout la même. Moi, mon background athlétique et le tien n'est pas du tout le même. Donc, je comprends les recommandations qui sont générales, mais après ça, si les filles ont besoin d'être plus spécifiques dans leur approche, c'est là que rentre en jeu mon travail ou le travail d'une physio qui s'entraîne. Oui, 100%. Voilà. Oui, parce que ton 35 livres, ça va être différent du bien. C'est ça. Selon nos backgrounds. Puis, pendant une grossesse, est-ce qu'il y a des facteurs où y a-t-il quelque chose qu'il faudrait faire en sorte qu'il faudrait diminuer l'intensité ou diminuer la sorte d'entraînement qu'on fait ou le sport, etc.? Est-ce que tu peux me donner une petite idée globale? Bien, le sport que tu fais, c'est sûr que, on va recommander évidemment d'éviter tous les sports de contact, les sports dangereux, les sports où tu peux chuter, parce que là, évidemment, c'est dangereux pour la grossesse. En termes, mettons, d'entraînement fonctionnel, parce que ça, l'entraînement fonctionnel, c'est mon dada. Oui. Moi, je vais toujours vouloir avoir les recommandations de la physio. Fait que si, exemple, une fille tombe enceinte, de 0 à 12 semaines, je vais pas nécessairement limiter la personne. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais toujours respecter ce que la personne veut aussi. Tu sais, si toi, tu me dis... ben ça me fait un peu peur de courir. Cours pas. Ouais. C'est pas grave. Tu sais, en voulant dire, je veux pas te dire, tu peux courir. Il y a des filles de 35 semaines qui courent. Il y en a qui le font, mais c'est pas tout le monde qui est confortable de le faire. Donc, ça va être plus au niveau de ton confort, puis pas de comment t'es game de t'entraîner, mais vraiment plus au niveau de ton confort, puis de ton comment t'es à l'aise d'avancer dans ton entraînement. Premier trimestre. Deuxième trimestre, après ça, ça va être souvent des questions de diastase abdominale. Ça, ce que je vais faire, c'est que je vais demander à la personne d'aller consulter en physiothérapie, d'avoir un contact avec la physio pour dire, OK, cette personne-là peut continuer, par exemple, de faire certains abdos parce que c'est possible de le faire dans la mesure où il n'y a pas de symptômes. T'sais, ça va toujours être selon ce que la physio va recommander. Et troisième trimestre, évidemment, ben là, c'est différent parce que le ventre est plus proéminent. Encore une fois, moi, je connais des filles de 30 semaines dans le troisième trimestre qui ont couru, par exemple, parce qu'on prend la course souvent comme un exercice à ne plus faire. 100%. Mais là, on le voit là, sur les réseaux sociaux, il y a des filles qui font encore de la gymnastique enceinte, il y a des filles qui courent enceintes. Ça veut pas dire que parce qu'elles le font, tu dois le faire, mais ça veut juste dire que c'est possible de le faire aussi. Je pense que tu le sens aussi. T'sais, moi, j'ai toujours été quelqu'un qui allait courir un peu récréatif, là, comme sorte d'entraînement dans ma semaine. Puis je me souviens, quand j'étais enceinte, j'ai fait « Oh, on dirait que ça passe pas. Ça file pas. » Puis j'ai écouté mon corps, puis... C'est vraiment là-dessus que je vais faire mes recommandations. Après ça, est-ce qu'il y a certains exercices spécifiques? Bien, c'est sûr que les abdos où on engage les grands droits, on les évite pour éviter de mettre trop de pression sur les abdominaux, finalement. Les box jumps, donc tout ce qui est les sauts. Tu sais, en fait, moi, ce que je dis comme recommandation à mes clientes, là, c'est que si tu n'es pas à l'aise de faire un exercice, trouve la variation comme si tu étais blessé. Donc, si j'ai une blessure à l'épaule puis que je ne suis pas capable de tirer une barre, donc pour faire un pull-up, par exemple, mais je peux faire un autre exercice qui va reproduire à peu près le même mouvement, qui va aller travailler à peu près les mêmes muscles, mais qui va être beaucoup plus sécuritaire. C'est ça qui est le fun de l'entraînement fonctionnel, c'est qu'on est capable d'adapter. Des modifications. C'est ça mes recommandations. Il n'y a pas de trimestre par trimestre. C'est du gros bon sens. Vraiment. Sur ça que je me base. Puis, tu sais, j'ai déjà entendu de « je suis enceinte, je m'entraîne plus » ou « je m'entraîne pas ». C'est sûr que là, quand ça fait partie de ton mode de vie, c'est un peu différent. Mais des femmes qui arrêtent de s'entraîner pendant qu'elles sont enceintes, est-ce que, selon toi, l'entraînement peut aider à l'accouchement? Parce que l'accouchement, en tout cas, moi, quand je l'ai vécu, on dirait que tu sais pas l'intensité tant que tu l'as pas vécu. Puis c'est un des plus gros efforts physiques que j'ai fait de ma vie. Comment l'entraînement peut un peu aider la femme ou la supporter, du moins, à cette épreuve-là? Mais en fait, il y a des études qui démontrent que non seulement ça aide, ça favorise
un meilleur accouchement. Ça réduit ton risque d'avoir des déchirures, par exemple, surtout quand c'est accompagné La de la physiothérapie, physiothérapie, évidemment. Mais les bénéfices de l'entraînement, c'est pas que pour toi, c'est aussi pour le bébé. Il y a des études, une étude de l'Université de Montréal, d'ailleurs, que je pourrais t'envoyer le lien, tu vas pouvoir le mettre, qui démontre que une femme qui est active durant sa grossesse, son bébé a de fortes chances d'être meilleur au niveau neuromoteur. Donc, il va développer aussi, lui, des skills, excuse-moi de l'anglicisme, dans son plus jeune âge, finalement. Donc, dans cette étude-là, il parle aussi des bébés qui sont exposés à la musique. Ils vont être plus réceptifs, ils vont être plus... ils vont être pas nécessairement danser à plus jeune âge, là, mais ils sont plus... l'oreille musicale exactement. un petit peu plus, et puis, c'est surtout, les études sont faites pour le postpartum. Puis moi, je pense que toi et moi, on l'a vécu, là, mais je pense que c'est indéniable. Toutes les filles qui se sont entraînées durant leur grossesse, qui ont accouché, qui ont recommencé l'entraînement, se disent, si je ne m'étais pas entraînée, aïe aïe. Ah oui. La récupération est super importante. Donc, dans ton entraînement, durant ta grossesse, c'est pas pour faire aucun gain. Non. C'est du maintien, mais c'est surtout de la prévention ou d'aller te chercher une longueur d'avance sur la récupération postpartum que tu vas avoir à faire. Tellement. J'ai une amie qui est enceinte, puis elle me dit, je sais pas c'est quoi le poids qu'il faut pas que je prenne maximum. Puis là, j'ai dit, hey, je suis pas professionnelle, mais focus sur bouger, te sentir bien t'alimenter. Puis après, ça va bien aller, là, parce qu'effectivement... Mais il y a beaucoup de gens qui se mettent de la pression aussi, tu sais. Oui, 100%. Parce que monsieur, madame, tout le monde, c'est correct, mais tu sais, il y a des athlètes qui tombent enceintes, puis là, il faut qu'ils switchent totalement de... Ça doit être très difficile. De gear. Oui. Oui. Donc, c'est-à-dire, OK, là, je peux plus nécessairement aller dans cette intensité-là. C'est un deuil pour certaines filles aussi de plus être capable. Tu sais, je sais pas, moi, si ton sport, c'est le vélo de montagne, là, puis que tu aies ça, faire du vélo de route, là, puis que toute ta grossesse, tu veux continuer de bouger, puis que toi, tu aimes ça, le vélo, mais peut-être que ça se peut que ça satisfait pas. Ça ne satisfait pas nécessairement ce genre d'entraînement-là que tu dois faire à la même hauteur qu'une personne qui fait du CrossFit, une fille qui fait du CrossFit d'un certain niveau. Ça va être difficile. Puis ça, des fois, il y a des petits deuils à faire, je pense, au niveau de l'entraînement durant la grossesse. On s'entraîne au bureau ici, puis des fois, je m'entraînais avec les gars, puis tu sais, je voulais pousser au début, puis j'étais comme, Marianne, c'est pas ton temps, c'est pas ton temps de pousser. Puis aussi, pour les athlètes, de voir ton corps changer, moi, j'ai trouvé ça difficile, moins au début, mais plus vers la fin, de voir ton corps changer autant. Puis quand tu es un athlète, tu focuses souvent sur l'entraînement, la nutrition, tu veux pas que tu as un corps qui vient avec. Fait que de voir ton corps changer, ça doit être aussi... Mais c'est ça. Plus de grossesse, moins ça. Ouais, ça dérange. C'est pour ça que j'en ai 3. Ouais, c'est ça. Puis, oui, on parlait aussi en postpartum. Est-ce que, comment qu'on réintroduit tranquillement le sport? T'sais, on a le fameux 6 semaines, puis on en parlait avant le podcast. Moi, je suis allée chez le médecin, puis elle a vérifié ma pression, regardé mon cœur, elle n'a pas regardé rien en bas, puis elle m'a dit, OK, parfait, tout est beau. Ayant un petit background en entraînement, ayant fait des formations, je savais que clairement, je n'étais pas prête à aller courir ou faire du vélo ou faire des box jump. Mais quelqu'un qui ne s'y connaît pas trop, il prend le 6 semaines. OK, parfait, je retourne à l'entraînement. Comment que tu vois ça? Toi, est-ce que 6 semaines, c'est suffisant? Comment que tu réintroduis tranquillement avec tes clientes? Bien, c'est une bonne question. Puis, tu sais, je pense que souvent, en fait, les filles, je pense qu'elles vont aller plus lentement que plus rapidement. Il y en a quelques-unes qui vont dire comme, OK, il faut vraiment que je recommence rapidement. Ça m'est arrivé à quelques reprises d'avoir des filles qui se sont entraînées plus rapidement que prévu ou qui n'avaient aucun programme structuré pour recommencer. Fait que je te dirais que les filles se limitent plus qu'elles sont pressées là, ou trop intenses, mais ça arrive. Moi, ce que j'aime faire, dans le fond, c'est toujours introduire par de la marche. Tu sais, c'est niaiseux, mais c'est accessible. Ouais. Ça fait du bien. Tu sors de chez toi. Puis je trouve que la marche, il y a quand même un impact au niveau de ton plancher pelvien. Donc, ça te permet de dire, OK, j'ai une lourdeur, je réduis mon temps de marche, par exemple, ou j'arrête complètement. Puis on réintroduit. Moi, ce que j'appelle ça, c'est que j'appelle ça une réintroduction au mouvement. Tu sais, je trouve ça plus beau que de dire, je fais une rehab postpartum qui sonne plate, premièrement, puis que c'est ça. Donc, je préfère dire, OK, on te réintroduit au mouvement, on fait circuler un peu le sang dans ton corps. Et ensuite, ça dépend de la personne. Ça dépend de la personnalité de la personne, je te dirais. J'ai eu une athlète de haut niveau qui m'a écrit, dans le CrossFit, à 2 semaines postpartum, il faut que je fasse quelque chose, je vais virer folle. Puis je la comprends. Oui. Moi, personnellement, je le mettais pas tant sur mes réseaux sociaux, mais
tu sais, 1 semaine et demie, 2 semaines postpartum, j'étais dans mon gym, puis tu sais, je faisais des niaiseries. Ben, pas des niaiseries, mais tu sais, je bougeais, je faisais rien nécessairement de structuré, j'allais sur mon vélo, tu sais, je bougeais, puis ça me faisait tellement du bien, là. Même juste de transpirer, de pas penser que je devais m'occuper de quelqu'un. Oui. Le fait de valider ça, je trouve que c'est important pour la santé mentale des mamans, parce qu'en postpartum, c'est pas évident. Donc, pour revenir à ta question, ça dépend de la personne. Le 6 semaines, c'est un barème, mais est-ce que ça peut être 2 semaines? Ça peut être 2 semaines, mais tu sais, ton 2 semaines, c'est pas obligé de commencer à faire des cours de CrossFit dans un cours de groupe ou de recommencer à courir, tu sais, juste de bouger, de faire des trucs sans poids, de tester des affaires. OK, ça, finalement, un squat, je le sens vraiment au niveau de mon plancher pelvien. Je n'ai pas le temps de commencer à faire ça. Puis c'est ça. Moi, quand je fais mes réintroductions en postpartum, c'est souvent des exercices de renforcement, de la réhabilitation, mais on réintroduit vraiment tranquillement. Puis une chose que je dis à toutes mes clientes aussi, c'est que quand on recommence, c'est pas le temps de lui mettre dans la tête qu'elle n'est pas capable de faire un exercice puis qu'elle n'est pas capable de rentrer, exemple, X nombre de répétitions à la minute, par exemple. Je vais vraiment toujours y aller selon le niveau de la personne, selon si elle est fatiguée, si elle a une bonne nuit, si elle n'a pas une bonne nuit. C'est important que la personne se sente compétente. Oui. C'est vraiment là-dessus que moi, j'essaie de miser. Oui, parce qu'au début, quand tu deviens mère, on dirait que tout est un peu plus difficile. Fait qu'en plus, c'était cette pression-là de recommencer parfaitement. Puis moi, j'étais de ceux qui est allé un petit peu trop intense quand j'ai recommencé à m'entraîner. Puis tu vois, j'en payais encore le prix depuis quelques mois parce que mon plancher pelvien n'était pas assez fort. Puis j'ai regretté par la suite de justement pas avoir diminué puis d'être allé un peu plus graduellement ou d'avoir fait des exercices beaucoup plus de renforcement. Fait que je vous le conseille si jamais. Mais c'est aussi, on pense que le postpartum, c'est comme les 3 premiers mois. Tu sais, moi, tellement plus. Je veux dire, même au niveau hormonal, ça peut prendre jusqu'à 1 an. Il y a même qui disent 2 ans. Tu sais, il y a des dépressions postpartum. Il y a des femmes qui le font 2 ans après leur date d'accouchement. On ne se donne pas nécessairement de temps pour récupérer. Puis tu as tout le temps du monde. Tu sais, dans le fond, quand tu penses à ça, là, tu ne vas pas en avoir à chaque année des enfants. Fais ce que tu peux. Ça dépend de ton bébé. Tu sais, le sommeil, est-ce que ton conjoint ou ta conjointe est disponible? Ça aussi, tu sais, le support alentour, t'en as-tu, t'en as pas? C'est différent. Mais je recommande à tout le monde, à toutes les femmes, de prendre du temps pour elles. Des fois, on se sent mal, mais il ne faut pas se sentir mal. Non. Parce que tu es vraiment plus disponible après pour ton enfant. Quand tu as évacué ton stress à toi, tu es vraiment plus réceptive à comprendre ce que ton bébé veut, à comprendre ses signaux. Puis, oui, tu vois plus clair un peu. Vraiment. Puis je trouve dans la société aussi, on a une pression de retrouver notre corps d'avant un peu. Fait que des fois, en tout cas, on y va trop intense, mais des fois, je disais prendre ce moment-là puis de dire, bon, mais ce moment-là, c'est pas pour retrouver un poids ou retrouver mon corps, c'est vraiment pour moi, pour ma santé mentale puis 100%. La clarté. Mais tu sais, quand les filles me disent ça, moi, je retrouverai jamais mon corps, comme si c'était comme it is what it is. Là. Non, t'as le droit de retrouver ton corps. Parce que j'ai l'impression que, oui, je comprends que des fois, on met de la pression à ce niveau-là. Par contre, c'est pas parce que tu as le droit de vouloir. Moi, j'avais envie de retrouver mon corps 100%, avant ma grossesse. Je suis vraiment contente d'avoir retrouvé mon corps, tu sais. Puis c'est parce que moi, je me sens mieux comme ça. Si toi, ça te fait pas un pli, c'est correct, mais moi, j'ai le droit de le faire, par exemple. Mais c'est quoi les outils qui sont intelligents pour que je le fasse? Exactement. C'est quoi qui est réaliste aussi? Moi, je veux dire, je suis retournée travailler après 4 jours. Mon focus, c'était me nourrir, m'occuper de mon enfant. Puis quand tu oublies de prendre une douche. Exactement. Là, tu penses jamais que c'est possible jusqu'à temps que ça t'arrive. T'es comme, aïe, OK, là. Ah oui. Moi, je voyais ça. Je peux pas plus prendre ma douche. Puis j'étais comme, mais voyons, qu'est-ce qui se passe? Jusqu'à temps que. J'ai des stratégies. Tu sais, ton bébé est là. Puis, mais c'est ça. Puis, c'est bien. En tout cas, c'est important de prendre soin de la maman aussi. Parce qu'on focus beaucoup sur prendre soin du bébé. Tu sais, tes suivis, ça va être pour ton bébé. Mais il n'y a personne qui va savoir, toi, tu vas-tu bien? Ça, des fois, j'en ai des discussions avec des mamans, tu sais, toi, ça va-tu bien, c'est correct? Puis là, c'est fondre parce qu'elle trouve ça difficile. Tu sais, le postpartum, il est difficile. Il est difficile, bien oui. Mais moi, c'est mon véhicule pour rendre la vie meilleure à mes clientes, c'est l'entraînement puis une saine alimentation. Fait que ça, c'est mes véhicules à moi. Il y a plein d'autres véhicules, mais ça, c'est les miens. Oui, 100%. Puis c'est pour ça que je vais faire aussi le podcast, parce que moi, ayant vécu ça, j'ai vécu juste une grossesse, puis il y a tellement de choses que je ferais différemment.
donc avoir un suivi ou peu importe, recommencer plus lentement. Fait que c'est pour ça que je vais faire aussi le podcast pour que les femmes qui sont là-dedans présentement puissent avoir ces outils-là que moi, je sens que j'avais peut-être pas après l'accouchement. Ce qui m'amène à... j'avais posé sur Instagram des questions aux mamans ou futures mamans qui avaient... par rapport à l'entraînement, fait qu'on pourrait y répondre ensemble. Donc, la première, j'ose pas vraiment m'entraîner depuis le début de ma grossesse parce que j'ai aucune idée où commencer, qu'est-ce que je peux faire. J'ai essayé des applications, mais c'était pas clair. Est-ce qu'il y a un genre de guideline global pour l'entraînement selon peut-être les trimestres ou en général? Y a-t-il quelque chose que... Bien, premièrement, il faut que tu fasses quelque chose que tu aimes faire. Si tu prends une application que tu t'accroches pas avec la personne ou avec le style d'entraînement qu'elle va faire, c'est sûr que c'est un échec d'avance. Pour répondre à la question de la personne, puis aussi pour répondre à peut-être d'autres questions, c'est est-ce que je peux commencer l'entraînement quand je tombe enceinte? Ah ouais. Oui, tu peux commencer à t'entraîner. Même si tu t'es jamais entraîné de ta vie, il faut juste que tu choisisses ton intensité. Puis à la base, si la personne ne s'est jamais entraînée de sa vie, elle va pas aller à fond la première fois. En plus, si elle est enceinte, elle va être un peu plus craintive. Donc, moi, je suggère fortement aux mamans qui tombent enceintes d'aller dans un centre d'entraînement. Tu sais, va dans un centre d'entraînement fonctionnel, de style CrossFit. Tu as des entraîneurs qui sont qualifiés pour te guider. Puis la grossesse, c'est un peu comme une blessure, dans le sens où on l'aborde un peu de cette façon-là. Si la personne elle a un niveau X, Y ou Z, bien, on va ajuster les exercices à son niveau, tu sais. Ou, mettons, pour faire de publicité, mais au CrossFit ADM, il y a des gens de 65 ans qui s'entraînent. Mais est-ce qu'ils font la même chose que moi? Ben non, mais on l'adapte. Les femmes enceintes, c'est la même chose. C'est plus... Moi, je pense que c'est important d'investir dans un abonnement, dans un centre d'entraînement où tu vas être supervisé. Puis au moins, tu vas avoir des réponses à tes questions. Parce que c'est sûr que si tu fais ça chez toi, les doutes peuvent s'installer. Puis je pense que c'est pas nécessairement la meilleure des solutions. Non, puis tu vois 1000 choses en ligne qui se contredisent. Puis... 100%. Super. Oui, est-ce qu'il y a des modifications à faire dans nos entraînements pour éviter une diastase qui est plus grave après l'entraînement? Tu sais, je pense qu'on est enceinte, automatiquement, on a une légère diastase là, au niveau des abdominaux parce qu'on a un bébé dans notre ventre. Là, mais est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire pour éviter une plus grande diastase après ou des choses qu'on devrait peut-être éviter de faire? Bien, ça va dépendre, en fait, de la personne, de son niveau, de c'est quoi le style d'entraînement qu'elle fait. Donc, moi, ce que je ferais avec cette personne-là, c'est que j'aurais un programme spécifique. Parce que c'est sûr que si tu as les recommandations de ta physio puis que tu n'as pas nécessairement un programme d'entraînement spécifique après, tu vas être mêlé, là, dans le sens où si la personne qui construit ton programme est en communication avec ta physiothérapeute, tu es beaucoup plus adapté à ta condition à toi. Est-ce que tu peux faire du squat? Est-ce que tu peux faire des abdos? Est-ce que tu peux faire du core, donc du gainage abdominal de certaines façons pour ne pas nécessairement cibler tes grands droits, justement, pour pas créer de pression abdominale. Puis encore une fois, la diastase, certaines physios pourraient en parler plus que moi, mais tu sais, la diastase abdominale, il y a un stade aussi de diastase, donc tu sais, tu as des diastases qui sont molles, il y a des diastases qui sont dures, donc ça, c'est... un physio détective, dans le fond, qui est sur Instagram, que tu peux consulter. Lui, il en parle énormément. C'est un physio qui vient de l'Australie. Et lui, c'est quelque chose qui le trigger à 100%. C'est de toujours parler de la diastase. Est-ce que c'est si dangereux que ça? Dans le sens où, est-ce qu'il n'y a pas des symptômes qui sont plus alarmants que d'autres? Est-ce que tu peux faire des abdos, même si tu as une diastase? Tout ça, lui, l'explique beaucoup mieux que moi, mais dans tous les cas, d'être encadré par quelqu'un qui fait ton programme d'entraînement et une physio, ça va être vraiment ça qui va plus guider les recommandations. C'est vrai parce qu'on dirait que je me retourne à mon rendez-vous avec la physio. Est-ce qu'elle m'a dit « tu as une diastase de 3 doigts? » Là, je me suis comme sentie alarmée, mais elle m'a pas expliqué de qu'est-ce que ça fait dans tout ça ou c'est quoi les symptômes ou qu'est-ce que je devrais vérifier. C'est sûr que selon le stade de ta diastase, les physios vont te dire ou vont te recommander de changer certains mouvements, de changer certaines charges aussi. Donc, on prend un exemple pour ceux qui savent c'est quoi, un front squat. Donc, quand tu as une barre en avant avec une charge lourde, tu as beaucoup de pression au niveau abdominal. Donc, est-ce que c'est une bonne idée de faire ça? Peut-être pas. Mais par quoi tu le changes, ce mouvement-là? C'est pas comme... Arrête de faire du squat. C'est par quoi tu peux le changer, par quoi tu peux le modifier. À même titre que, on n'en parle pas beaucoup, mais mettons, il y a beaucoup de filles qui ont des symptômes de symphyse, des douleurs à la symphyse pubienne. Mais comment? OK, mais je peux pas faire de jambes. OK, mais qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire comme mouvement? Fait que il n'y a pas de
n'y a pas de guide, malheureusement. Puis j'ai longtemps voulu en faire un, tu sais, pour essayer de donner le plus d'indicatifs possible. Mais ça reste que ta grossesse et ma grossesse, exact. On la vit pas pareil, puis on n'a pas les mêmes symptômes. Puis exemple, toi, un mouvement va peut-être être super bien pour toi, puis que le mien, ça marchera pas. Ouais. Fait que c'est difficile d'établir des barèmes. Variantes, ouais. Exact. Ouais. Fait que c'est vague ma réponse, mais en même temps, non, mais je comprends. C'est vraiment plus d'être d'où l'importance, à un moment donné, si tu as des symptômes négatifs par rapport à l'entraînement, d'avoir quelqu'un à qui mentionner ces symptômes-là. Ouais. Puis là, on ajuste en conséquence. De s'équiper vraiment avec les bonnes personnes. Parce que c'est juste l'ajustement rendu là. Oui. Voilà. Après une césarienne, est-ce qu'il y a des étirements à prioriser ou une meilleure façon de réintroduire le sport ou l'entraînement dans notre routine? Bien, une césarienne, c'est sûr que la récupération va être beaucoup plus longue juste à cause de la cicatrisation. Donc, ça peut prendre, là, tu vois, les recommandations des physiothérapeutes, c'est entre 8 et 12 semaines. Tu peux recommencer à bouger comme on en parlait tout à l'heure. Tu peux, exemple, si la marche pour toi, ça fonctionne bien puis ça te tire pas. Moi, personnellement, j'ai eu une césarienne à ma première. J'avais de la difficulté à marcher les 2-3 premières semaines. Donc, tu sais, je faisais beaucoup de choses assises, par contre. Fait que quand je m'entraînais, ben c'était assise sur mon banc, puis tu sais, je faisais des petits exercices sans trop d'engagement non plus au niveau des abdominaux. Mais ça, c'est une façon de l'adapter. Pour la césarienne, ça va vraiment être d'aller consulter en physiothérapie parce que c'est pas parce que tu as une césarienne que ton plancher pelvien n'est pas affecté, premièrement. Deuxièmement, c'est super important que quand ta cicatrice est prête à être traitée, de la faire traiter. Donc, je sais pas si toi, tu n'as pas eu de césarienne. J'ai pas eu de césarienne, j'allais justement dire, je suis pas trop certaine, mais c'est ça, tu sais, donc d'aller traiter ta cicatrice pour éviter d'avoir des adhérences. Parce qu'une cicatrice va inévitablement, si tu la traites pas, avoir probablement des adhérences. Mais les adhérences, ça peut causer des problèmes de dos, ça peut causer des problèmes de hanche, ça peut causer des problèmes, plein d'autres symptômes, là. Donc, d'aller traiter en surface et que la physio montre à la personne comment aller traiter sa cicatrice pour éventuellement introduire ça dans sa réhabilitation postpartum. Mais à part le délai qui serait plus long à introduire certains mouvements, donc tout ce qui est abdominaux, ça va être plus long. Tout ce qui est, celles qui font de l'haltérophilie, là, il y a des mouvements comme le snatch où tu as comme une bonne extension au niveau des abdominaux, il peut y avoir un inconfort. Donc, il y a beaucoup plus d'inconfort de ce que j'ai vu durant les dernières années, là, quand les filles ont des césariennes, malheureusement, mais tu sais, rendu là, je veux dire, tu le choisis pas. Là. Non, exactement. Ton enfant est né en santé, c'est correct. Oui puis non, là, mais tu sais, c'est ça. Je veux dire, c'est arrivé. Ça peut être un gros deuil pour certaines personnes. Puis moi, je limiterais pas une personne qui a une césarienne, mais je suis vraiment plus prudente dans ce que je vais faire avec elle. Oui. Parfait. Et, dans les premiers jours, semaines, on l'a abordé un peu postpartum. Qu'est-ce qui est permis optimal de faire en termes d'entraînement? On a répondu un peu tantôt, d'y aller tranquillement. Mais moi, j'aime ça, la marche. Là. Moi, j'adore la marche. J'aime un podcast, je pars. Tu l'as mis l'autre jour, je l'ai vu, puis c'est vrai. Mais la marche, je trouve que c'est facile, c'est accessible, tu n'as pas besoin d'équipement. Puis éventuellement, c'est sûr que, tu sais, je vais prêcher pour ma paroisse, mais d'avoir un programme en postpartum adapté. Parce qu'un programme d'entraînement pour la grossesse, là, c'est futile. Tu sais, des fois, je le dis vraiment franchement à mes clientes, je suis comme, tu sais, t'as pas besoin de programme d'entraînement pour la grossesse. Mais un programme postpartum, c'est super important parce que chaque accouchement est unique. Chaque personne est unique aussi. Le bébé, la fatigue, on l'a abordé tantôt. Donc, c'est vraiment comme ça que je l'aborderais. Commencer par de la marche, commencer par bouger, essayer de voir des mouvements. Puis, j'avais vu ça sur les réseaux sociaux à un moment donné, c'était cool. C'était une maman qui prenait son bébé puis qui faisait des mouvements d'entraînement, genre un lunge. Elle prenait son bébé puis elle se levait comme si elle faisait un exercice dans le gym qui est complètement, ça se transmet, ça se dispose, ça se met dans le gym aussi, ce mouvement-là. Donc, pourquoi tu le fais avec ton bébé dans les bras de 10 livres, mais tu le ferais pas avec ton propre poids corporel dans le gym? Cette notion-là aussi d'entraînement fonctionnel, ce que ça peut t'apporter dans la vie de tous les jours, mieux porter ta coquille, être moins blessé, 100%. Être mieux positionné quand tu allaites, faire des meilleurs mouvements quand tu te relèves ou quand tu t'assois par terre. C'est ça l'entraînement fonctionnel, c'est que ça se fait partout.
Puis il y a des passes aussi, tu sais, Sage Full Maman, puis je me dis, hey, si je m'entraînais pas, comment je ferais? Parce que je l'ai tout le temps dans les bras ou je tiens plein d'affaires en même temps. Fait que... C'est ça. Puis ça, c'est pas juste dans la première année. Là. Moi, j'avais mon petit gars de 3 ans cet été. Là, on faisait de la trottinette. Là, on est parti vraiment loin. Puis j'étais comme, c'est sûr que ça marche pas. Je l'ai porté sur mes épaules pour revenir avec la trottinette. J'étais comme, tu sais, ça, c'est de l'entraînement fonctionnel. Oui, 100%. Mais c'est ça. Tu sais, moi, je trouve que c'est un beau véhicule. Puis même pour les enfants, tu sais, quand ils te voient être bougés puis prendre 100%. soin de toi. Moi, j'ai jamais vu ma mère prendre soin d'elle. J'ai jamais vu ma mère dans un gym à dire comme, je veux prendre mon moment. Ma mère, je pense que la génération de nos parents, c'est comme ça. Ouais. Mais je trouve ça vraiment beau de le transmettre à mes enfants. Puis, c'est ça, je trouve. C'est des inspirant. éponges, là. Tu sais, moi, elle est tout le temps avec moi dans le gym, puis elle me voit, elle prend le poids, puis des fois, je suis surprise, voyons, tu sais. Mais oui, c'est beau à voir. Fait que, vraiment beau à voir. on essaie de changer aussi, tu sais, les générations. Mais c'est ça. Oui, 100%. Notre petit, Et une dernière question qu'il y avait, s'il y a un inconfort au niveau des hanches, bas du dos, est-ce qu'il y a des étirements ou exercices à prioriser pour stabiliser ou aider le tout? Puis sinon, est-ce qu'il y a un spécialiste que tu nous recommanderais pour ça? Bien, ça dépend. La question est, est-ce que la personne s'entraîne déjà? Parce que souvent, ce qu'on va faire, c'est que les gens ont des douleurs, ils vont rien faire ou ils vont arrêter de s'entraîner. Au contraire, c'est important d'aller justement consulter. Moi, j'irais consulter évidemment la physio, mais en ostéopathie aussi. L'ostéopathie en postpartum, c'est super intéressant. Tu sais, ton bassin, il a bougé durant ta grossesse, ton sacrum, il a bougé durant... Bien, pas durant ta grossesse. Oui, durant ta grossesse, mais spécifiquement aussi, durant l'accouchement. Tu sais, ton sacrum, il a bougé, il est allé en antéversion, en rétroversion, pardon. Fait que tes hanches se sont distancées, ta symphysienne s'est écartée. Donc, il y a tellement eu de mouvement dans ton bassin que je privilégierais vraiment beaucoup l'ostéopathie comme traitement postpartum. Puis après ça, est-ce qu'il y a des étirements ou des exercices? Ça dépend. T'sais, y a-t-il une douleur quelconque? Est-ce que c'est plus au niveau des psoas, des quads, au niveau des fesses, que c'est un peu plus tendu? Est-ce que la personne a une faiblesse au niveau du bas du dos? Donc, on va aller cibler des exercices pour justement travailler le bas du dos parce que quoi de mieux que d'être fort pour justement que toutes tes structures fonctionnent correctement. On fait de la force, on fait de la musculation. Les filles devraient en faire plus. Mais avant tout, c'est de voir, tu sais, ton bassin, y es-tu bien placé après ton accouchement? Puis ça, c'est quelque chose, on en parlait aussi en hors d'onde. Mais, tu sais, tu t'accouches, puis t'es comme, qu'est-ce que je fais? Tu sais, mettons, j'ai assisté à un congrès, puis bon, le sujet n'était pas là, mais la personne faisait cette analogie-là. Elle a eu le cancer, puis elle se sentait comme un peu perdue. Là, c'est une autre mesure, mais quand tu tombes enceinte, puis cette femme-là faisait l'analogie que quand elle est tombée enceinte, elle est ressortie de son premier rendez-vous avec le bloc mieux-être, tu sais, de qu'est-ce que je fais avec mon bébé pour pas le tuer, comme elle a dit, tu sais, pour reprendre ses mots. Mais quand t'accouches, c'est comme 3 jours après, t'es chez toi, puis t'es comme, wow, j'ai un bébé à m'occuper, puis comme je file pas, là, tu sais, tout est... En tout cas, moi, ça m'a marqué, oui, 100%. C'est ça, tu te sens pas top. L'allaitement, c'est pas toujours facile. Puis fait que c'est ça, tu sais, j'ai comme un gros hic sur le fait que les femmes sont vraiment laissées elles-mêmes en postpartum. Puis moi, j'essaie de faire du mieux que je peux avec les connaissances que j'ai pour essayer de les aider justement à trouver un moment, puis à comme pas dédramatiser, mais à dire comme il y a des choses que tu peux faire pour aller mieux. Mais c'est ça, tu sais, il y a beaucoup de filles qui sont comme qu'est-ce que je fais là maintenant là, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux pas faire avec mon corps à moi. Tu sais, éventuellement j'aimerais ça. Ce serait le fun que des physios se mettent là-dessus pour justement offrir un service après ton accouchement. T'sais, en Europe, c'est comme ça. Là, en France, c'est comme ça. Tu as le droit à des séances de kinésithérapie quand tu accouches. Je pense que tu as comme 5 ou... Je lance ça, 5 ou 10 séances. Mais quand même, Où tu es suivi par un professionnel, à même ordre que si toi, tu te déchires le ligament croisé. C'est ça qu'on parlait avant, tu vas voir un orthopédiste pour voir c'est quoi les exercices que tu vas faire, puis ça va être couvert. Exact. Mais là, les mamans qui n'ont pas de sous, parce que leur QAP, ben, ça dépend de ton salaire. Puis, je veux dire, il y a des gens qui c'est aussi pas accessible. Moi, j'ai des filles qui sont en région, là, à Havre-Saint-Pierre, là. Essaie de trouver une physio en santé pelvienne et périnéale. Bonne chance. Ah oui, non. Fait que c'est ça. Fait que c'est pas accessible. Puis ils n'ont pas de recommandations. Puis tu peux pas en vouloir aux médecins dans le sens où c'est pas leur travail. Non, exact. Mais qu'est-ce que le gouvernement pourrait faire pour justement essayer de changer ça, pour permettre aux femmes
d'être en meilleure santé puis en meilleure forme en postpartum. Oui, 100%. Puis j'ai l'impression qu'on commence à tranquillement ramener un peu l'importance de la physiothérapie. Mais tu sais, combien de femmes j'entends dire « Ah, mais moi, je peux pas sauter, je fais pipi dans mes culottes. » Tu sais, comme... Mais des mères puis, aussi. Ben, c'est ça, nos exact. mères, mettons. Oui, je parlais, oui. Je sais pas où est-ce que j'ai vu ça l'autre jour, mais en fait, je pense que c'était une discussion avec Bianca. Je sais plus, en tout cas. Mais il me semble que vous en parliez de... C'est pas parce que c'est un peu partout que c'est normal, tu sais. Oui, puis en fait, la discussion que j'avais avec quelqu'un que je me rappelle plus, c'est... exemple, genre oui, c'est ça. C'est une amie, sa mère, elle avait des fuites urinaires, puis là, sa mère était comme, c'est normal. Là, mon amie, qui est un peu plus, pas allumée, mais tu sais, plus éduquée. Oui, sur le sujet. Elle dit non, c'est pas normal, là, va consulter. Puis nos mères n'ont pas eu ça, nos grands-mères encore moins, je pense. Mais quand tu as un certain âge, ben oui, tu peux aller voir, consulter en physiothérapie, en rééducation pelvienne et périnale. C'est super important. Fait que, tu sais, c'est pas que parce que tu es nouvellement maman, là, si ça fait 10 ans que tu as accouché puis que tu as des symptômes, 100%. prends ton rendez-vous. Oui. Mais encore une fois, c'est l'accessibilité, moi, qui me... J'ai 100%, jamais voulu faire un clivage dans ma clientèle, moi, entre les gens qui avaient les moins nantis, les mieux nantis. Il y a beaucoup là, de choses, ça, dans les services d'entraînement au Québec. C'est genre forfait élite, là, ça te coûte 500$ par mois ou 600$ par mois pour avoir le forfait ultime. Mais la personne qui n'a pas d'argent puis qui a le goût d'être en forme puis en santé, elle fait quoi? Fait du fait qu'il n'y a pas nécessairement de prévention dans le système en ce moment public par rapport aux femmes, je trouve ça plate. Fait que, c'est sûr que les physiothérapies, on en parlait, là, à 120$ de la séance, c'est pas tout le monde qui peut tout le monde. Non, 100%. On a dérivé vraiment, mais... oui, non, c'est ça. Mais aussi, petit, pour revenir à la Maison Bloom, je regardais votre site web, vous avez vraiment des programmes un peu accessibles pour tout le monde. Vous avez le rapide, vous avez les genres de combos, le costume. C'est ça que je... Quand je brainstormais avec une amie qui m'aide à ce niveau-là, c'était comme, j'avais deux choix, puis moi, ça a toujours été que je veux pas nécessairement offrir un service médiocre avec je veux pas offrir un service médiocre avec mon forfait qui est moins cher, mais j'en ai beaucoup des mamans qui sont sur leur QAP puis sont comme, mais moi, je peux me permettre ça. Fait que, OK, ben, t'as cette option-là, tu sais. Mais c'est ça. Fait que c'est ce que je voulais aussi dans la Maison Bloom, c'est que, tu sais, la Maison Bloom, j'ai un ami qui me dit, pourquoi la Maison Bloom? Parce que c'est inclusif, puis pourquoi Bloom? Mais c'est parce que je veux justement que la personne, elle sente évoluer à travers les services que nous, on offre. Ou au moins, si, exemple, j'ai fait affaire avec quelqu'un, c'est de germer une graine sur je me sens vraiment bien quand je mange bien, puis je me sens vraiment bien quand je fais mon nombre de pas par jour puis que je suis moins sédentaire. C'est vraiment... Je veux faire évoluer la personne au niveau de son bien-être, puis c'est quoi le bienfait de ça, finalement. 100%. Ce qui m'amène à ma dernière question. Qu'est-ce qui s'en vient pour Elisabeth, pour la Maison Bloom? Comment tu vois ça dans les prochaines années? C'est vraiment une bonne question. Tu sais, avec la pandémie, je me suis vraiment dirigée sur le en ligne. Puis moi, je suis pas de nature à être vraiment vers le monde, là, mais à connecter. Plutôt, on dirait, je sais pas. C'est comme depuis... Je suis un peu sauvage. Non, je suis pas sauvage, mais j'aimerais ça... faire de l'événementiel, mettons. J'aimerais ça, faire des événements peut-être sportifs, évidemment. J'aimerais ça rassembler une communauté en présentiel. On dirait que, comme je te disais, j'ai assisté à un congrès puis ça m'a fait du bien de voir du monde, beaucoup de monde. Ça te permet d'échanger aussi. Oui, c'est ça, puis des nouvelles visions. Puis, fait que ce serait d'ajouter des collaborateurs à la Maison Bloom. Tu sais, j'aimerais ça avoir, tu sais, un genre de coach de vie, mais tu sais, pas coach de vie... éliminer, là, plus coach de vie, c'est quoi tes stratégies, toi, pour... parce qu'on en met beaucoup des stratégies à nos enfants, mais nous, c'est quoi les stratégies qu'on utilise pour se prioriser ou pour... fait que vraiment plus mindset. Il y a ça, idéalement, dans les prochains mois qui s'en viennent. Je mets ça dans les airs. Oui. Puis, je parlais de présentiel pour éventuellement ouvrir un bureau. J'aimerais ça rencontrer le monde, avoir une clinique multidisciplinaire avec différents professionnels. Oui. Parce que pour moi, tout est interrelié. Tu sais, je parle de Bianca tantôt, je parle de la physio tantôt, on parle d'ostéopathie, on parle de naturopathie, mais ce monde-là, il se rassemble à un moment donné, puis c'est en échangeant qu'on va faire notre travail comme il faut. 100%. Fait que je lance ça dans les airs. J'adore. Puis si quelqu'un veut faire affaire avec toi, avec la Maison Bloom, où est-ce qu'ils peuvent te retrouver? Ils peuvent me retrouver sur mon site internet maisonbloom.ca ou sur mon Instagram personnel ou sur mon Instagram professionnel aussi. Personnel, c'est lily.barassin. On va le mettre en description aussi avec celle de Bianca. Mais c'est ça. Mais merci de m'avoir invité. Un gros merci, Elisabeth, d'avoir accepté l'invitation. Puis on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain podcast. Merci. Bye.
Merci d'avoir été des nôtres pour un autre épisode de Motherhood Unfiltered Podcast. Si vous avez apprécié notre moment ensemble, n'hésitez pas à aller laisser un avis et vous abonner pour ne rien manquer. À très bientôt!